Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Hello, chers auditeurs et auditrices, bienvenue donc au Cannes Football Club. On est lundi 5 octobre. C'est un show que vous retrouverez très prochainement sur la plateforme du 919, hein, le rendez-vous des passionnés du ballon rond. Moi, mon nom, c'est Julien, alias Jules Soccer, hein, sur Twitter, votre animateur pour vous servir. Et avec moi, un sacré panel, hein, que vous connaissez bien entendu, Sid, Reg, Nilton et Sofiane. On va faire un petit tour de table pour savoir comment va mon panel. Comment ça va, Sid? En forme, et toi? Bah écoute, ça va. Quand on parle de foot avec le Cannes FC, moi je vais toujours très très bien. Nilton, comment ça va? Nilton a gelé, on passe à Reg. Mais C'est le direct. Nilton a gelé. Reggio, comment ça va? ça va très très bien, et toi? Bah écoute, comme je disais, hein, je suis impatient de bavarder avec vous de foot, de l'Impact de Montréal, de la Ligue des Champions. Il y a énormément de sujets ce soir. Et c'est pas Sofiane qui va nous dire le contraire. Comment ça va, Sof? Ça va très bien, les gars. La routine, on fait ce qu'on peut. Alors, comme Alhamdoulilah. avant de mettre la table, hein, j'aimerais dire un grand merci à nos sponsors, hein, du Cannes Football Club, notamment Trop de Poutine. Comme son nom l'indique, Trop de Poutine est une marque québécoise. La plateforme propose des chandails cool et des événements fun à une communauté active et gourmande, car le sport est une bonne Nilton. excuse pour chiller. Et Nilton est de retour. Ouais, c'est parce que le jingle m'a tué. C'est comme si j'étais revenu 5 ans en arrière. Là, mon ordinateur a fait un shutdown. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a Clopas avec Montréal? What the... Attends, on va te remettre les idées en place. Nilton, ne Qu'est-ce qui s'est t'inquiète pas. passé? Ne t'inquiète pas. C'est drôle. Donc, comme je disais, après avoir remercié Trop de Poutine, je remercie bien sûr la Forge du Malte, hein. Merci à la Forge du Malte de continuer de travailler avec le Cannes Football Club. C'est une microbrasserie à Trois-Rivières. On salue Guy et toute l'équipe et supporter leurs efforts de brasseurs qui aiment, comme vous et moi, le soccer, le football. Surtout dans ces moments difficiles, il faut supporter, hein, les brasseries, les microbrasseries, les restaurants. On est tous avec vous, messieurs et mesdames. Et bien sûr, les Patreons, merci à vous tous, hein, nos Patreons, de nous supporter tout au long de notre aventure. Si vous voulez, vous aussi, hein, supporter nos efforts, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez sur notre page Patreon au patreon.com/Cannes Football Club. Donc, Nilton, est-ce que ça y est, ton ordi est revenu? Juste un petit mot, comment ça va? Ça va. C'est cool de vous revoir, là. Hey, un vrai animateur, ça fait du bien. Nilton, on est en 2020. Hein. On est en 2020. L'Impact Oh, a fait 2-2 contre Chicago. C'est pas fini 2020? C'est pas fini, malheureusement. Malheureusement, il nous reste encore quelques mois à tirer de cette année un petit peu compliquée. Alors, je mets la table et après, on va bavarder ensemble. Donc, on va revenir, bien sûr, sur le match de l'Impact, hein, 2-2 à Chicago. L'Impact qui a été mené 1-0 sur un but de Robert Beric, puis ensuite égalisé par Lapalainen, il faut que je m'y mette, a pris l'avantage grâce au meilleur ami de Sofiane, Maximiliano. Tu le connais pas? C'est un ailier finlandais et tout. Oui, Ouais. non, mais parce qu'il y a des noms un petit peu plus difficiles à dire que d'autres, malheureusement. Et enfin, l'Impact qui, malheureusement, a subi, oui, exactement, sauf a subi l'égalisation de Francisco Calvo. Voilà, ça c'est facile. Francisco Calvo, ça marche, tranquille. Il y a Boyan qui est facile, mais c'est rare qu'il marque. C'est ça. C'est rare de le dire. Tout de suite, Très, les très rare de le dire. là. C'est pas si facile que ça. Si on demande à Mike, c'est pas si facile de ça de prononcer son nom. Hein. Donc, comme je disais, on va revenir sur ce match-là, bien entendu, avec des analyses, hein, et notamment l'analyse d'un des buts qu'on a choisi avec le panel. On va également revenir sur la recrue, hein, Mason Toy qui est arrivé, un attaquant buteur, hein, selon notre directeur sportif. On va aussi en parler avec nos panélistes. Et ensuite, on ira sur la partie un petit peu plus internationale avec le tirage de la Ligue des Champions. L'affaire Neymar-Alvaro qui a captivé le monde entier finalement pour pas grand-chose. On ira aussi en Serie A, hein, parce qu'on s'aperçoit que c'est finalement peut-être le championnat le plus ouvert, avec peut-être la Première Ligue, hein, puisqu'on reviendra bien entendu sur la rouste reçue par Liverpool face à Aston Villa. Voilà, donc, et bien sûr, un petit peu de Ligue des Nations, parce qu'il y a un choc France-Portugal. J'ai choisi ce match-là parce que, bien entendu, hein, dans le panel, on a des Français
et un Portugais qui est encore champion d'Europe actuellement grâce à la pandémie du coronavirus. Bravo Nilton. C'est juste à cause de la pandémie qu'il est champion du monde. Incroyable, grâce. Champion du monde en titre, grâce à la pandémie. Ouais, et un gros but d'Eder. Son dernier. Mine de rien. Juste pour mettre un petit peu la table et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on attaque rapidement, parce que ça va découler d'un débat, mais sur l'analyse du premier but qui a été marqué par Robert Berić. Donc, juste un premier tour de table pour me dire simplement, selon vous, à qui est la faute ? Est-ce que c'est Rod Fanny qui met dans l'embarras son gardien, ou est-ce que c'est tout simplement une erreur technique de Diop, ou bien est-ce que vous voyez autre chose à me dire ? Sofiane, on commence avec toi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On fait ça tout de suite. Julie, on roule le but C'est pour donner parti. du contexte. Exact. Ceux qui nous écoutent, vous allez les écouter. Ceux qui nous regardent, sur Patreon, vous allez le voir. On va voir tout de suite le premier but de Chicago. Donc là, il y a Fanny qui fait une passe à Diop pour ceux qui écoutent, puis après, on voit ça va vite. Ouais, la réaction en live là, du CanFC et le but. Bon, on a vu le but. On va revoir le petit replay. C'est ça? La passe visée était à Show Me? Oui, c'est Hacham Choumi qui reculait. Donc, ouais. Donc, on voit l'erreur. Tout le monde se blâme. Raitala fait semblant qui a fait un bon travail, mais il est vraiment nul. Donc, on regarde. Voilà, Choumi qui essaie de rattraper, puis Berić qui fait un beau move de striker, là, pas mal. Puis le but. Plus on le voit, plus c'est catastrophique ce but-là. Donc, hop. Ok. Bon, Sofiane, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Juste me dire, pour toi, qui est le fautif? Et ensuite, j'aimerais avoir l'avis des autres aussi. Et puis, on rentrera un peu plus en détail au niveau tactique, notamment sur le placement de Raitala, peut-être, de Fanny, qui est dans la surface de réparation. Et on va élaborer là-dessus. Mais d'abord, juste, selon toi, le fautif ou les fautifs? Moi, mon réflexe me dit que c'est Diop, parce qu'il avait l'embarras du choix. D'aller arrêter là ou juste dégager loin, même si on joue au court avec Fanny, c'est que c'est pour ne pas dégager loin. Moi, je mettrais sur Diop sur ce coup-là. Je trouve qu'il a commencé à accumuler les bourdes là. C'est un débat qu'on va en parler après là, mais ouais. Sur cela, j'irai sur Diop. Ok, Diop pour Sofiane. J'aimerais avoir bien sûr l'avis de Sid, puisque Sid est un défenseur reconnu au niveau universitaire. J'allais dire Sid a été gardien, j'allais dire Wen. Il est obligé. Ouais. Non, Une seule fois, Non, il non. était obligé. C'est un défenseur, ça a été un défenseur reconnu au niveau universitaire. Bien sûr, le changement de règle aussi est à prendre en ligne de compte. À l'époque de Sid, on ne pouvait pas jouer dans les 6 mètres. Donc, Sid, j'aimerais savoir qui est pour toi le fautif ou les fautifs? Je sais pas, c'est pas vraiment forcément comme ça que je vois la question, mais non, comme fautif, je dirais que vraiment plus même la faute a pas de chance. Comme a dit Thierry Henry, tu vas le faire 10 fois, 9 fois ça va fonctionner, là une fois ça va pas fonctionner. Je pense que il y a comme toute phase de jeu, tu as des pourcentages de réussite. On devrait quand même s'attendre qu'à ce stade-ci du match, tu sois capable de le faire de façon lucide et bien exécutée. Mais non, je pense que je pourrais pas dire comme ça, comme forcément qui est un fautif en particulier. D'ailleurs, je parle de Thierry Henry, comme à la base, c'est Thierry Henry qui veut qu'on fasse des remises courtes chez l'Impact de Montréal. Donc, on pourrait dire que si un fautif, c'est lui. Peut-être que on Diop, peut élargir, vas-y, Reg, on peut élargir. dans notre monde, Diop, il déciderait de la dégager, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, je pars du principe que, en regardant l'action, déjà, moi, il y a first thing first, c'est pourquoi Fanny la donne à Diop. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est là mon problème. Moi, à la base, déjà, cette petite passe, elle sert à rien. C'est même pas un 6 mètres, en fait. C'est parce que tu donnes le ballon à celui qui est moins habile. C'est ça. Donc, du coup, moi, qu'on joue court, je pense que la première passe, elle est... si un gardien en général, il fait la première passe, il la donne au défenseur. Le défenseur, il a le temps de créer un angle pour justement que cette deuxième passe, justement, elle soit correcte. Sauf que là, la deuxième passe, elle vient de Diop. Diop, c'est pas un joueur de champ. Donc, Fanny fait la première passe à Diop. Diop se retrouve avec la responsabilité de la passe la plus importante. Il a un angle de merde. Et à mon avis, c'est l'obligation de le faire. Je veux dire, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il est forcément obligé de le faire. Je pense que Thierry Henry leur demande de relancer comme ça. Et il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas d'angle. Donc, à mon avis, il aurait dû
mettre un ballon plus élevé en hauteur et le mettre à Lappalainen, à la rigueur, ça sort. Mais au moins, le danger, il n'est pas là. Parce que là, cette passe-là, l'angle est juste mauvais à cause de la passe de Fanny. Ouais, mais si tu fais ça, il n'y a pas la passe de Fanny. C'est-à-dire que si tu es dans l'idée comme de la dégager comme sur la ligne du milieu et la voir même là, la ligne d'attaque, bah, Fanny le fait tout seul comme un grand garçon. Donc, c'est pour ça que, franchement, il y a tellement de personnes qui sont... s'il fallait blâmer, tout le monde est à blâmer. Alors, comme celui qui a blâmé, c'est celui qui leur demande de faire ça. C'est comme à la base, t'as un gars qui lui demande de faire ça. Donc, c'est pas un 6 mètres. Donc, quand tu as rappelé la règle, je pense que tu as plus mêlé nos auditeurs qu'autre chose. C'est pas un 6 mètres. Même avant la règle, si. Non, mais parce que comme la règle. Je comprends, mais la règle comme des 6 mètres fait en sorte qu'on peut avoir des défenseurs dans la surface de réparation et qu'il y a des 6 mètres qui se font courts. Mais là, c'est Fanny qui fait la passe à Diop. C'est pas inutile. C'est ça. Mais c'est pas. Donc, on n'est pas dans un 6 mètres, mais on est plus dans les mêmes principes philosophiques de relancer de l'arrière. Ok, ça, pas de problème. Mais tout le monde, en fait, dire comme est-ce que Chaume est une bonne cible? Est-ce que Raitala est pas trop dans l'angle mort en fait de Diop? Genre, comme quand on regarde sur la vidéo que Sofiane a fait rouler, on le voit pas, mais en fait on le voit. Raitala, il était au poteau de corner. Je sais pas pourquoi. Donc tout le monde. Puis c'est une nouvelle mode, hein. C'est une nouvelle mode. Tout le monde fait ça, le relancer par l'arrière. C'est une nouvelle mode, je suis d'accord. Mais après... Puis là, les équipes aussi commencent à s'adapter et il n'y a pas d'alternance. Je veux dire, ils ne font que ça. C'est là le problème parce que là, visuellement, tu le vois, là, les options sont là, mais sont dangereuses. Puis Thierry Henry, il l'a dit après à Diop. Après le premier but, après l'égalité, là, on le voit en train de gesticuler comme quoi, tu n'es pas toujours obligé de relancer court. Des fois, en relançant court, mais ça te donne des options un peu à mi-chemin, là. Puis il le fait, là, il a fait des relances un peu sur les côtés à Lappalainen parce qu'il est capable, il est meilleur que Bush pour ces relances-là, mais c'est comme tu dis, Reg, c'est son jugement. Lui, il se retrouve avec la passe la plus importante pour sortir de son territoire. Et il n'y a pas cette lucidité ou ce flair-là pour dire si je fais cette passe-là, c'est un contre un, je vais peut-être me faire intercepter. Puis après ça, on le voit, son positionnement aussi est un peu weird. Son positionnement est catastrophique, honnêtement. Là. Moi, à partir du moment où je donne à Beric, il reçoit le ballon, il fait un beau contrôle orienté et il se met en position pour tirer. Mais Diop, pour se remettre, il y a quasiment pas d'angle pour Beric. Genre, normalement, ça doit être un arrêt. Ok, il a fait une boulette, mais après, il y a un arrêt derrière. C'est pas normal qu'il y a la boulette et en plus, il prend le but alors qu'il n'y a pas d'angle. Genre. Puis, je veux juste rectifier un truc que j'ai dit. À mon sens, parce que je vais surfer sur ce que je viens de dire Sid et Nilton, c'est qu'à partir du moment que Thierry Henry leur demande de faire ça, c'est pas systématiquement, c'est qu'il doit juger un peu feel the room, comme on dit, il doit voir comment ça se passe, s'il peut le faire ou pas. Et deuxièmement, s'il leur demande de faire ça, c'est qu'ils sont capables de le faire. Genre, Thierry Henry, il va pas demander à des mecs de jouer balle au pied s'ils sont pas capables de le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je mets 100% la faute à Clément Diop. C'est que ça a été un mauvais jugement et deux, une erreur technique parce que d'appréciation et juste le geste technique est mal effectué en fait. Mais juste pour en revenir, là j'aimerais passer la parole à Sofiane. Pour aller un peu plus largement dans le débat, et Reg, vous avez levé un point essentiel puisque ça a été demandé par le coach en tout cas de repartir comme ça à terre le plus souvent possible. Mais est-ce qu'on peut noter là, Sofiane, peut-être un manque de leadership ou un manque d'analyse, surtout peut-être venant de Rod Fanny peut-être? Est-ce que dans cette équipe-là, on est trop scolaire? Est-ce qu'on te dit de faire quelque chose, tu le fais et puis tu laisses pas finalement ton... Moi, j'ai l'impression que c'est plus un réflexe. Ils font ça, puis Fanny a pris une décision, puis Diop, il a pas vu venir. Il a pas vu venir surtout Beric faire le pressing, mais il s'est dit, ben voilà, c'est arrivé. Je suis prêt à couper la poire en deux, là, puis mettre sur Fanny aussi, peut-être même 60-40 là, entre Fanny et Diop. Parce que bon, je suis un peu complaisant et gentil là, mais ouais, mais honnêtement, non, on lit déjà tout ça. Je dirais plus, Fanny a pris une décision. Il y a des conséquences qui viennent avec. Diop a attrapé la patate chaude, puis s'est fait avoir. Puis ça coûte cher à chaque fois avec l'impact. Que ce soit Bush, Diop, Perkins, Ricketts, nommer les gardiens, là, ils ont tous leur version de la patate chaude. Donc, mais par contre, je suis pas d'accord avec toi, Red. Tu peux pas dire que comme ils sont pas capables de le faire, qu'ils l'ont déjà fait, ils le font très souvent. Genre, non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. T'as pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que, à mon sens, si Thierry Henry leur demande de le faire, c'est qu'ils sont capables de le faire. Donc, j'enlève l'hypothèse
qu'ils le font et ils sont Ok. pas capables de le faire. Ouais, ok, Juste, je il a comprends. merdé son geste, en fait. C'est Ouais, ça. non, oui, non, l'exécution, comme Jess, c'est comme il y a rien à L'exécution dire. est juste Mais merdique, en fait. Ouais. parce que comme mais justement, comme Nilton, il parlait de la discussion qu'ils ont eue avec Diop, c'est Diop qui mène au but de Boyan. Ça part d'une passe de Diop et qui effectivement, comme là, oui, saute une ligne, mais il y a une passe qui est extrêmement précise. Genre comme j'aimerais pas comme nommer Evan Bush dans ces circonstances-là, mais la passe qui mène à ce but-là, Bush, jamais il peut la faire. Exact. Donc, en même temps que Bush va jamais te faire la passe qu'il a fait à Chaume, parce que lui, c'est jamais été dans son mandat de vouloir faire ce type de passe. Donc, je crois qu'ils sont capables. Maintenant, ça va arriver. Et je crois qu'on parle pas assez justement de Raitala sur cette occasion, parce que Ah, mais là, attends, c'est fou. Est-ce que je peux share mon screen? Vas-y. Attention, le prend le bon anglais. Là. Fais attention. Okay, c'est bon. Essaye de montrer quelque chose, sauf moi je suis intéressé, ça m'intéresse. C'est bon, sérieusement, est-ce que c'est bon? Mon screen est Non. share? Non. Bordel, sérieux là. pas. Parce que j'ai vraiment une image, sans Le share déconner. screen, le bouton share screen devrait être bon. J'ai partagé fenêtre de Ok, la moi je vois rien. Donc, Bon, c'est pas grave. Honnêtement, j'ai mis On un était arrêt si sur proche de l'image. la technologie. Là. Et sérieux, l'angle, il s'apprête à faire la passe et j'ai mis pause. Mais c'est dingue de vouloir faire cette passe alors que limite Beric il est là en fait. Beric il est là. L'angle de passe, c'est comme s'il s'est dit je te la donne. C'est ça qui est grave, c'est qu'il a quand même eu le temps. Il a fait un contrôle. C'est que Fanny lui donne, il fait un contrôle. Là, il se met en angle et il la donne à Beric. C'est ça que je trouve quand même grave. Le problème, c'est qu'on voit ça je peux partout. pas. Là, tu sais. Le lendemain en Premier League, on l'a vu. Là. Ah oui, on le voit partout. Donc, autant j'étais fâché samedi, autant dimanche matin, je dis ça peut arriver aussi à Diop. Tu fais référence à Bailly, parce que genre comme Bailly il fait la même chose. Adrien aussi. C'est connu qu'il est très mauvais au pied. Ouais, mais Bailly, le troisième but de Tottenham face à Man U, c'est pareil. C'est la même action. Et en plus, là, dans le contexte, je pense que là, le jugement est encore plus problématique parce que Manchester est dans le rouge. Tu te dis, genre, comme tu n'as pas besoin comme de te mettre sous pression avec ce type de passe. Et là, merci. Regarde qui a sharé, là? C'est qui a réussi? I did it. Regarde Lang. Mais regarde Lang. Regarde, il est placé pour faire la passe. C'est pas possible, ça. C'est compliqué parce que même s'il réussit la passe à Shomi, il doit pas la rater de beaucoup parce que devant lui, il y a déjà une option d'interception. Là. Et il met Shomi dans la merde en plus. C'est pour ça que moi, je pense que Lapalainen était la meilleure option. Et c'est ce qui est arrivé plus tard. Non, mais déjà, mais attends, mais toi, t'oublies Raitala. Pas tous en même temps, les gars. Genre, comme regarde, genre, comme ce que sur ton screen, tu le vois pas, mais Raitala, il est là. Raitala, il est. Attends, Raitala, tu vas. Salut! Mais il fait un pas en arrière, c'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas encore pourquoi son pas en arrière. C'est pour une propulsion. Mais par contre, comme pour finir sur ça, c'est que là, je te dis, là, comme Diop, il prend pas l'information. Avant la passe de Fanny, il prend pas l'information. Parce que jamais tu te remets dans le sens du jeu. Oh, le positionnement. Mais si le tir est sur le poteau, il arrête. Oh, mais c'est. Non, mais c'est ce que je disais au début. Diop était pas prêt. Il était pas prêt que Fanny fasse ça. C'est l'impression que j'avais. Et juste, peut-être pour, je vais dire à voix haute ce que tout le monde pense, là, quand il voit la MLS et certains clubs qui sont pas Man City, Barça, PSG, autres, faire le 6 mètres court, là, ça c'était pas un 6 mètres, mais disons le même concept. C'est la philosophie. C'est qu'on est d'accord que moi je ris jaune quand je vois des clubs faire ça, qui sont pas le Barça ou le Man City ou PSG, je dis, ok, c'est vraiment louche votre truc. Liverpool, c'est bien, mais quand c'est Crystal Palace, je fais, ouf, attention. C'est pas toutes les équipes qui peuvent, mais après, il y a des. Je suis pas d'accord, c'est pas si nouveau. Ce qui a accentué, c'est la règle du 6 mètres. Mais genre, comme on voyait quand même de plus en plus de. Aujourd'hui, il y a quelques clubs qui le font très bien. Quelques clubs qui font très bien parce qu'ils ont des joueurs de haute qualité. Mais quand je vois d'autres clubs qui sont pas. J'ai vu Crystal Palace le faire il y a peut-être 2 semaines, c'est une catastrophe. J'ai vu Man City le faire, c'est différent. Man City, bon là, ils sont. Ils ont quand même réussi plusieurs fois, ils l'ont réussi comme il faut. C'est vraiment là, on focus sur le geste catastrophique du match. C'est la chronique, c'est l'analyse du but. Il n'a pas tort, c'est ça. Mais ça reste quand même. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est avec la nouvelle règle, c'est comme si tout le monde s'est dit il y a une nouvelle règle, utilisons-la. On va faire ça à chaque 6 mètres. C'est quand même très souvent. Il y a des équipes qui le faisaient avant, mais il y a quand même des équipes. Sérieux, Sid, il y a quand même des équipes. C'est pas du tout leur style de jeu, et là ils utilisent ça parce que c'est nouveau. C'est quand même abusé. Mais non, 100%. Maintenant, on va aller plus loin. Un 6 mètres. Et c'est un ballon, une fois sur deux, c'est un ballon perdu.
Genre, je veux dire, comme. Mais ça dépend des équipes, justement. Non, mais pas ça dépend. Tout le monde n'a pas, genre, Lukaku comme point de cible. Genre, comme Non, tu vois, même pas les gens Lukaku, comme. tu prends des équipes comme On va Seattle, prendre l'impact de Montréal. Genre, l'impact de Montréal, genre, comme c'était sur le deuxième ballon, forcément. C'est-à-dire que. Pas quand il y avait Didier. Oui, pas quand même. Ouais, mais attends, je t'ai dit Lukaku, bah Didier, c'est. Tu vois, c'est la crème de la poêle, mais c'est pour te dire. C'est pour te dire mais l'image qui venait avec était super. C'était pas. Un peu de sérieux. Genre, ouais, on a pris des problèmes de marketing. Pas qu'on avait Didier. Ouais, oui, mais non, mais tout. On n'avait même pas besoin de VP marketing. Ouais, non, mais le podcast, il peut s'appeler Quand on avait Didier. Quand on avait Didier. C'est pas mal ça. Écoutez, arrêtez. On a un nouveau podcast. Marquer des buts, c'est pas un problème. Remplir le stade, c'est pas un problème. On avait Didier. Mais c'est que genre comme c'est que intervention parce ouais voilà, c'est que sur les 6 mètres, genre comme il y a une grande probabilité de perte de ballon en fait. Genre comme c'est comme certaines touches dans certains secteurs, tu peux avoir une touche, mais quand tu es dans ton dernier tiers, il y a de grandes chances que tu perdes de ballon en fait, genre comme sur cette touche là. Donc là en fait, en gros, ça permet à des joueurs de garder la possession du ballon le plus longtemps possible. Oui, je suis fait d'accord avec ça. Ça fait d'accord. Je juste que je grince un peu quand je vois certains clubs qui le font parce que je vois qu'ils sont obligés de le faire, c'est un apprentissage. T'entends, je veux dire, peut-être tu devrais pas faire ça et juste dégager parce que tu as plus de chance avec ton attaquant de 1m95 là, que ton latéral gauche, ton défenseur gauche qui vient de Fleetwood Mac là, il y a peut-être un mois. Il faut le répéter souvent. Qui est en Ligue 1, Congo. Merci à vous les panélistes, ça part fort, hein, cher Patreon, vous le savez, c'est pour vous hein, ce show, exclusivement d'ailleurs pour vous. Merci à tous. On a décidé de vous remercier et de vous faire ce show exclusif. Donc, ça va m'amener. Je m'appelle Sofiane. Je ne sais pas c'est qui panéliste là. Moi, c'est Sofiane. Ça va m'amener à un second sujet, bien entendu, puisque on en a parlé. L'Impact a encore pris 2 buts. Avant ce match-là, l'Impact avait pris 16 buts sur les 4 derniers matchs. C'est parfait. Alors, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que Thierry Henry, si vous êtes coach, hein, vous êtes à la place de Thierry Henry, est-ce que vous partez sur quelque chose où vous dites bon allez, je resserre vraiment défensivement, là, je bétonne pour ne plus prendre de but et après espérer peut-être 1 ou 2 actions par match pour essayer de faire quelque chose, ou bien je continue dans mes idées. Mes idées, c'est quand même de jouer, d'être assez offensif, quitte à peut-être, à l'instar d'un Marcelo Bielsa, gagner ses matchs 4-3, 5-4, 6-5. Ça, c'est pas possible. Ça, je te le dis direct, c'est pas possible. Mais il le fait déjà, en fait. Il resserre déjà derrière parce qu'il n'a pas d'équipe. Donc, techniquement, mais c'est ça. C'est déjà avec la formation qu'il joue. Est-ce qu'il faut qu'il resserre plus alors? Il resserre plus. Rendu à un moment, on arrive à un problème de qualité de joueur. Genre, c'est juste ça. On arrive à ça. La qualité des joueurs est beaucoup trop médiocre pour pouvoir viser quoi que ce soit, que tu sois plus défensif ou que tu sois plus offensif. Dans les 2 cas, tu as un déficit de qualité de joueur. Et c'est ça le problème. Moi, je trouve. Sauf que, ouais, ok, Reg, mais je repasse la parole à Nilton. C'est excellent ce que tu viens de dire, mais il y a quand même des équipes qui sont inférieures à l'Impact de Montréal également. Ah, pas beaucoup, hein, je peux te le dire. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais si on s'attache au classement, Reg, il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière Montréal actuellement, qui ne prennent pas autant de buts. Donc, Nilton, est-ce que pour toi, c'est aussi simplement une question de qualité de joueur? C'est sûr que la qualité de joueur fait en sorte que oui, il n'est pas capable d'appliquer sa philosophie à 100%, mais moi, je ne le vois pas si défensif que ça dans sa philosophie. Là. Oui, il se retrouve avec 5 défenseurs dans les phases défensives, mais sa façon de jouer est à l'opposé total de Rémi Garde. Là. C'est jouer comme Rémi Garde, ça serait contre nature. Il veut quand même jouer au ballon. Il veut jouer au ballon. Et je vous le dis, là, cette année, on pourrait perdre tous les prochains matchs. Ça serait quand même moins plate que l'année passée. C'est vrai. Il y a quand même du jeu. C'est pas du beau jeu. On vient de passer 25 minutes à expliquer un mauvais jeu, mais l'idée derrière, elle n'est pas défensive. Là. Mais moi, je répondais juste à la question de Julien. Moi, je disais juste que pour que l'équipe prenne moins de buts, il ne peut pas faire plus. Je trouve qu'il est déjà dans une optique d'avoir un bloc quand même serré. Mais pas tant que ça, je trouve, parce que si sa philosophie était défensive, Brault-Guillard, il ne monterait jamais autant. On se prend, à part le dernier match, là, on se prenait toujours un but parce que Brault-Guillard perdait un ballon très haut puis il n'y avait personne derrière pour le couvrir. Parce que Piette était proche, parce qu'il y avait, on essayait d'aller chercher le ballon très, très haut après une perte de balle. Si ça avait été un Rémi Garde, Brault-Guillard, jamais il monte si haut. Jamais il Après, Brault-Guillard, c'est ça sa qualité et il joue en même temps sur les qualités du joueur. C'est quand même un joueur qui, pour se projeter vers l'avant, il est intéressant et je trouve qu'il est dans la catégorie des latéraux modernes.
Parce que sérieusement, là, je pense que tout le monde est hyper excité. Ça parle d'Alphonso Davies à juste titre. Alphonso Davies ne défend pas nécessairement bien. Il n'y a pas besoin. Il n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui se projette très bien vers l'avant et que c'est quelqu'un qui a la capacité, le coffre et l'aptitude physique pour revenir et comme défendre. Mais en soi, il défend pas bien. Mais dans des clubs qui ont un challenge un peu plus haut, il y a des joueurs qui compensent. À Liverpool, quand tu as les deux latéraux qui montent, là, il y a des joueurs qui compensent. Là. Donc là, il y a un déficit de qualité. Donc Piet, il ne comprend pas son rôle lorsque Broguillard mais moi, c'est pas Piet que je vise. Parce que Piet, c'est son rôle. Toi, c'est jamais Piet que tu vises. Non, c'est pas vrai. J'attends mon t-shirt. Non, mais sérieusement, là, la compensation doit venir du milieu défensif. Puis dans ce groupe-là, c'est pas Piet qui est milieu défensif. Il n'est pas couvert par Wanyama. Et quand il est couvert par le défenseur central qui rate. Et là, il y a une espèce de déboulement. Là, ça tombe. Là. C'est un après l'autre qui essaie des interventions. Puis ça finit par un contre un avec le gardien. Après, Wanyama, à mon avis, il est obligé de compenser les lacunes de beaucoup de joueurs parce que forcément, c'est un joueur qui est au-dessus des autres. Mais c'est vrai que après, je trouve on perdrait énormément parce que si tu demandes à Wanyama de juste se mettre comme 6, je trouve qu'on perd tout ce qu'il peut amener à côté. Et l'Impact en a grandement besoin. Il est là le problème, à mon sens. Je te sens un peu dubitatif. Mais non, mais déjà, tu as commencé par 16 buts en 3 matchs. Tu sors ça d'où là? En 4, les 4 derniers matchs. T'es sûr? Il y avait eu en tout. T'es sûr? Mais non, parce que on va compter. Il y en a eu 4 contre Red Bulls. Attendez, je vais vous dire ça parce que je les ai. Pas de jingle jour par Liga, donc. Ah non, mais ouais, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup déjà, 16 en 3 matchs. Non, pour moi, ça faisait 16. Après, Julien, je peux te dire aussi, on a des gens très illuminés qui prennent des rouges assez gratuitement. On a des boulettes de gardiens. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui font en sorte qu'il y a beaucoup de buts qui se prennent par match. C'est ce que je veux dire. D'où ma question ouverte à savoir est-ce que finalement. Non, mais déjà, toi, compte le nombre de buts parce que genre, comme c'est clairement pas 16 en 3 matchs. Puis là, ça fait 2 fois, genre, et c'est la dernière fois que genre, comme je me mettrai en position de défendre Diop. Ça fait 2 fois que vous dites des boulettes de gardien. Mais genre, je veux dire, hormis celle-ci qui était vraiment obvieuse, pas de problème, pendant le dernier match. Moi, je trouve qu'il a souvent des problèmes de positionnement qui ne rentrent peut-être pas dans la catégorie de boulettes. On peut juste dire un mauvais but. Le après un mauvais but, c'est une boulette ou pas? Non, mais je comprends, non, mais genre comme sur les, parce que là, le nombre de buts de Julien inventé là, c'était précédemment. Et c'est précédemment, il y a pas de boulette. C'est 13 buts en 4 matchs. Sorry, 13 buts. Sorry. Tout de suite, en 4 matchs. 13-16. J'avais dit 16 en 4. 13, ça se ressemble. Ouais, t'as vu, c'est pareil. On peut inclure les 16 de Vancouver, 16 en 5 matchs, là, si on prend Vancouver. Mais moi, pour Diop, c'est que j'ai quand même un biais. Je voulais avoir un biais de confirmation, genre confirmer mon hypothèse sur lui, dans le sens, de temps en temps, il fait des arrêts où il se complique la vie, puis ça crée d'autres arrêts qu'il n'y a pas besoin de faire. Ça, c'est clair, c'était son CV même au LA Galaxy. Contre Chicago, les 2 buts, le premier, disons qu'il partage, le deuxième, sa sortie est catastrophique. Et en plus, mais j'ai quand même une subjectivité parce que Bush fait ça, Bush fait détruire. Non, Bush, il touche pas au ballon. Ouais, mais arrête avec Bush. Parce qu'il est parti. Ouais, deux, parce que. Non, mais un, parce qu'il se fait détruire. Comme Diop s'est fait détruire. C'est ça. Et de toute façon, je trouve que Bush était juste. Il avait des grosses carences dans tous les cas. Fait que c'est pas que Bush fait un truc, il va plus se faire détruire que Diop. Mais je peux comparer Diop à Perkins ou Diop à Ederson ou à Noah. Non, mais sur la notion que comme Bush s'est fait détruire, moi, genre comme. Les critiques. Diop s'est fait détruire. Moi, je trouve les critiques envers Diop, de ce qu'il fait depuis quelques matchs, et avec les boulettes qui sont un peu l'accumulation de tout ça, moi, je trouve que c'est très soft. On est très gentil avec lui. Non, mais ça, comme tu as sûrement vu bloquer beaucoup de personnes, mais Diop, tout le monde l'a envoyé au Sénégal. Et je parle de l'équipe du Sénégal. Je vois Twitter, les gens le critiquent maintenant. Mais avant ça, il avait un cumul où il méritait beaucoup plus, parce qu'il y avait des symptômes que je voyais. Je dis pas qu'il est mauvais, j'ai juste que je trouvais qu'il y avait un suramour envers lui. J'ai dit, OK, il est bien, mais il est pas waouh, là. Il fait un bon job. C'est pas Manuel Neuer, ça, on est tous au courant. Ça, c'est clair que c'est Après, Bush, moi, je pense
que Moi, je fais juste exprimer de ce que je vois, ce que je ressens et ce que je vois. Mais je fais juste répondre à ce que tu exprimes. Mais je pense que c'est bon. Ce que Sofiane dit, c'est son premier vrai mauvais match. Là. Le deuxième but, il met un peu dans le trouble sa défensive. Les autres matchs, il n'est pas responsable. Le 4-1 qu'il prend à New York est zéro responsable. Mais oui, il y avait des symptômes. T'sais, même quand il était spectaculaire, on se disait, ouf, OK, ouais, hein, c'est tout ça pour ça. T'sais, il aurait pu se rendre ça plus facile. Il y avait des symptômes. Mais ça, à la limite, je m'en fous. Là. Le gars, là, je vais dans ton sens, Newton, avec une théorie qui est vraiment très intéressante que tu avais amenée. Je pense que c'était, je ne sais pas sur quel sujet exactement, c'est que sur la communauté IMFC, il y en a qui disent rouge, il y en a qui disent bleu. On ne faut pas forcément. Ouais. Dépendamment c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Puis il y a une énorme communauté qui est très, on va dire, l'impact de papa, l'impact des NASL, l'impact italo-anglo, qui était pro-Bush et anti-Diop, je veux dire tout simplement, anti-Diop, et qui, genre, comme sur toutes ces demi-erreurs, maintenant, c'est comme Diop s'est rendu il met de la sauce sur les arrêts. Oh là, il fait un arrêt, il a de la sauce. Alors, il fait un arrêt, je veux dire, comme c'est quoi, genre, comme maintenant, on arrive il fait des arrêts qui mènent à des arrêts qui devraient pas faire. Mais on est dans des choses complètement. Moi, je dis ça, il le faisait. La même manière que Bush, après 2 arrêts, on parlait d'équipe nationale américaine. Donc, dépendamment de ça, comme la jauge, elle est très souvent comme. Mais là, on est entre nous. Quand je te parle de boulettes, des vraies boulettes, effectivement, sa sortie aux fraises, elle n'était pas très bonne. La passe à Chaume qui s'est fait intercepter n'est pas bonne. Mais avant ça, moi, je te parle dans les 5 matchs précédents, des vraies boulettes qui mènent à des buts. Parce qu'une boulette, c'est ça, le principe, ça mène à un but. J'en vois pas. Il a beaucoup plus sauvé des buts que des boulettes avant ce match-là. Mais oui, des fois, on trouvait qu'il se compliquait la vie pour rien. Oui, ça c'est clair. Je dis pas qu'il met de la sauce, mais c'est clair que genre il faisait des arrêts, genre il était pas, je suis pas un gardien moi, tu sais, je suis gros et obèse là, je peux faire semblant que j'ai un athlète là, mais juste pour dire genre. Don't be so hard on yourself. Mais quand je voyais des choses, même Bush le faisait un peu là, où il se compliquait la vie. Diop aussi, je trouvais que genre ok, je voyais des actions, genre c'était pas nécessaire de vraiment se mettre ça, parce qu'il y avait des retours d'action que ok, t'as fait 4 arrêts. T'as juste besoin d'en faire un en théorie. Mais ah ouais, carrément. Comme il fallait qu'il saisisse le ballon, quoi. Moi, je donne une opinion. T'es pas d'accord, t'as le choix, mais moi, je dis juste que j'ai vu des actions. Quand tu donnes ton opinion, je répondrai aussi avec mon opinion. Réponds. Pensif. Je te dis simplement que comme là, toi, tu vois 4 arrêts, je te demande. Donc là, à chaque fois, donc il fallait qu'il la saisisse, quoi. Comme non, pas à chaque fois, mais il y avait clairement des actions. Il y avait des arrêts qui n'étaient pas nécessaires. Ouais, tu sais qu'il y a à la saisie. Non, il est pas obligé de capter à chaque fois. Mais ce que je dis, c'est que il y avait des actions où je me dis, ok, il aurait pu s'éviter le trouble. Ça, en tout cas, c'était mon avis sur ça par rapport à Diop. Il est intéressant. Intéressant. Ça va m'amener au dernier débat sur l'impact, puisqu'on a parlé beaucoup de la zone défensive du gardien et de la ligne défensive. Mais on a accueilli Mason Toys, Mason Toy d'ailleurs, tout dernièrement. C'est intéressant ce que dit Olivier Renard, le directeur sportif de l'Impact, sur son arrivée. Je vous lis ce qu'il a dit, on va en discuter après. Nous sommes contents de l'acquisition de Mason, qui a le profil qu'on désirait, c'est-à-dire un attaquant buteur qui, malgré son jeune âge, a déjà démontré ses capacités et ses qualités dans cette ligue. Il cadre aussi avec notre philosophie sportive d'avoir dans l'effectif des jeunes à haut potentiel. Alors, il y a 2 parties intéressantes dans cette réponse. C'est vrai qu'il parle d'un attaquant buteur. Donc, j'aimerais soulever ça avec toi, Reg, puisque tu as été aussi un énorme buteur dans ta jeunesse. Mais l'attaquant buteur, est-ce que finalement c'est le numéro 9 qui rôde dans la surface, type Icardi, mais qui ne participe pas au jeu? Ou c'est quoi? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ou est-ce que toi, tu as trouvé aussi ce champ lexical un petit peu bizarre? Ah, Reg est gelé sur cette phrase. Ouais. Il y a l'attaquant. On en a un attaquant comme ça là, qui gèle. Non, mais donc, Nilton, alors ça va aussi, la question est aussi pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire un attaquant buteur, globalement? Bon, c'est parce que l'attaquant buteur, j'ai comme l'impression, c'est comme une réponse à ce qu'on vit depuis 2 ans à Montréal. Là, c'est un attaquant buteur, c'est un pléonasme, c'est tout. Là. Je veux dire, je pense que ce qu'il voulait plutôt dire, c'est sa caractéristique. L'Impact de Montréal cherche depuis le départ de Drogba quelqu'un qui est capable de tenir le ballon un peu, puis qui est capable aussi de courir dans la défense, à être un peu dangereux. Il y a eu un buzz sur Mason Toy l'année passée. Il était même pas loin de la sélection américaine parce qu'il y a eu un bon mois, il est jeune. Donc, tu sais,
je sais pas jusqu'à quel point c'est pas un attaquant par défaut pour finir la saison. J'ai peur qu'on prenne une solution temporaire pour un mal qui est beaucoup plus long terme. T'sais. On a quand même dépensé 600 000 d'argent d'allocation. C'est sûr que c'est de l'argent Monopoly, là, mais ça reste que c'est un actif hyper important dans cette ligue-là. Si tu es pour dépenser tant d'argent, j'espère qu'ils ont fait du travail pour le voir intégrer parfaitement ce que Thierry Henry veut implanter comme style. Ils ont dû aller sur FIFA ou demander au mec de l'Impact qui fait les matchs, là, peut-être voir comment il joue. Mais. Non, mais. Toi, Reg, t'es pas. Non, parce que moi ce qui me dérange, c'est que tu joues un match contre un mec qui s'appelle Robert Beric, qui, à mon sens, n'a pas coûté un bras. Et ce mec-là, à mon avis, peut-être qu'ils ont dû faire un petit calcul et il s'est dit, bon, il est slovène, la communauté slovène à Montréal n'est pas très, très intéressante, donc on ne le prend pas. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas c'était bon en 2002, là, aller chercher un Cubain parce qu'on veut faire... Il y a vraiment quelque chose... je veux dire... Je me dis, ils veulent peut-être... Tu vas attirer quand même... Check, on disait encore. Méga parenthèse. Non, mais méga parenthèse. Là. Thierry Henry est à Montréal. Y a-t-il une vedette plus grosse que Thierry Henry en France là, qui peut venir à Montréal? Non, mais c'est pas le débat. Il y a combien de Français qui écoutent? Ouais. Non, à coacher. OK. Non, mais Thierry Henry à Montréal a amené combien de Français voir des matchs de l'Impact de Montréal? Mais on peut pas voir les matchs. Non, mais à la télévision, là, je te parle. Non, mais les gars, sérieusement. Ça n'existe pas, ça, sérieusement. Justement, on s'est dit, on va avoir un mec qui a un carnet d'adresses intéressant. Là, je pense pas que c'est le débat d'aujourd'hui. On aura ce débat-là une autre fois, parce que je suis sûr que Julien, il va me stopper très rapidement. Mais sérieusement, ils mettent juste pas la main à la bourse pour aller chercher le gars qu'ils ont besoin, point à la ligne, qu'il soit slovène, cubain, belge, français ou américain. Juste là, le problème, moi, je trouve que c'est un gars, OK, il avait du potentiel connu en MLS. Très bien, let's give him a shot. Mais moi, je veux juste dire que c'est un poste en MLS, c'est une ligue qui demande à ce secteur un mec d'expérience et qui est bon. Pas un mec que tu testes. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, je trouve que comme il y a des équipes, ils perdent un joueur, ils vont tout de suite en chercher un autre. Le fameux DP dont on parle, ce DP-là, c'est à ce poste-là. Il y a que nous qui donnons un salaire genre complètement démesuré à un mec comme Saphir Taider, qui est un bon joueur, mais que comme à mon sens, il ne doit pas avoir ce salaire. Quelqu'un qui vient de s'évanouir. Il doit pas. Tu vois, moi, c'est ça, c'est énormément de thunes. C'est un mec qui est encore sous contrat pendant comme 2 ans. Genre, t'imagines l'argent qu'il a, qu'il touche. Attends, mais non. Disais pas combien qu'Euroté fait d'argent, il va quitter. Non, mais Eurodé aussi. Mais Mason Toy, il fait pas tant d'argent que tu as l'air de le croire. Non. Il faut distinguer les outils qui ont été utilisés pour l'acquérir, qui effectivement, je rejoins Nilton, c'est quand même beaucoup. Genre, on parlait de quoi, entre 500 et 600 000 d'allocation de money, mais en termes de salaire, c'est très raisonnable. Tout en sachant que même cette année, vu qu'il est génération Adidas, sauf tu me corrigeras si je me trompe, son salaire ne compte pas à la masse salariale. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même positif pour l'Impact de Montréal. Donc c'est pas comme sur la discussion d'avoir un joueur d'épée, enfin en tout cas de mettre beaucoup d'argent sur le poste de numéro 9, parce que bon, d'épée, entre guillemets, ça veut rien dire. Là. Je veux dire, il y a des joueurs d'épée qu'on connaît même pas dans la ligue. Là. Mais ça, je te rejoins. Mais je trouve qu'en termes de profil, et j'irai même plus loin, en termes de philosophie, de ce que nous a dit Olivier Renard depuis le début, d'avoir des jeunes à haut potentiel de revente, Mason Toy cadre complètement avec la philosophie d'Olivier Renard. Moi, je te dirais que comme Kevin Prince Boateng, qui était apparemment dans les petits papiers, c'est un plan de merde. Genre, je suis vraiment content que c'est pas arrivé. Là, pour moi, c'est beaucoup plus un what-if que Mason Toy. Mais il a quand même un background et quand même un truc, tu peux te dire, ce gars-là a quand même joué au foot à un niveau à un moment. Genre, parce qu'il faut dire ce qui est, il arrive dans une ligue qui est une ligue encore à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est pas vraiment prise au sérieux, juste par la gestion de la sauf que bulle déjà là, comme dépendamment de ton talent intrinsèque, dépendamment de ton niveau de fitness et ta motivation, il est possible que tu viennes ici, tu fasses pas grand-chose. On parle souvent de Lampard et Gérrard, objectivement, sont passés complètement à côté de leur carrière MLS. Henry, à sa première saison aussi, ça a été difficile. Oui, à sa première saison, mais après, globalement, comme il a quand même relativement bien. Mais je reviens. Moi, je trouve que Mason Toy, c'est cohérent. Après, bon, le truc attaquant-buteur, je sais pas, c'est parfois comme c'est la francophonie. Peut-être que je veux pas trop aller
précisément sur ça. Peut-être que genre c'est une façon pour de dire power forward. Genre, je sais pas qu'ils peuvent faire une traduction peut-être un peu trop littérale. Genre, comme je vais pas revenir sur ça, mais genre comme je suis d'accord avec Nilton, en tant qu'attaquant, il est là pour marquer des buts. Je pense que nous, à Montréal, on est très gentils. On veut pas faire de mal. Donc, à un moment donné, on a regardé Routy pendant longtemps, puis on s'est dit peut-être qu'il est là pour faire autre chose que marquer des buts. Puis on s'est auto-convaincu que c'était ça sa raison d'être sur le terrain. Mais non, c'est là pour marquer un attaquant, c'est là pour marquer des buts. 2 millions, Robert Bevic, les gars. Il a 29 ans. Ben, c'est là pour marquer des buts. Et quand il marquait des buts, c'est comme créer des situations de but. C'est comme l'ensemble. Hein. Genre, comment, je veux dire, même à la non, mais c'est pas juste le mettre au fond. Au moins, fait une passe décisive ou fait une avant-dernière passe. Mais c'est clairement pas ce que faisait Maximiano Routy. Moi, je trouve ça quand même triste qu'on parle de concept d'attaquant-buteur. Qui dit ça, là, publiquement. C'est quoi un attaquant-buteur, bordel? Mais moi, je pense que justement, que c'est pas trop. C'est peut-être une expression belge. C'est un truc, là, comme. Non, et c'est pas une blague belge. Il a pas dit belge, il a dit belge. Je l'ai entendu. Belge. Non, c'est le stream. C'est peut-être une blague belge. Un attaquant-buteur. Non, mais c'est une blague ou quoi? Il réinvente le lexique du foot en plus. Un attaquant-buteur, parce que t'es un attaquant. Non, mais un attaquant, c'est que un buteur, bordel. Genre, c'est parce qu'on lui a présenté au Routy. Quand il est arrivé à Montréal, ils ont présenté l'effectif. Puis là, arrivé au Routy, il a dit il marque pas de but, lui. Ouais, mais c'est un attaquant box-to-box. C'est un attaquant défensif. OK, ça existe, ça. OK, mais attendez. Est-ce que, par exemple, vous considérez, je sais pas moi, que Okonkwo, c'est un attaquant-buteur? Moi, je trouve Okonkwo, c'est plus un attaquant de couloir, déjà. Je trouve. Non, mais voilà. Donc, un couloir, tu peux être un buteur. Mais après, attaquant-buteur est une notion qui n'a aucun sens pour moi. Non, mais après, ça moi, je pense que c'était plus une manière de le caractériser qui serait un joueur qu'on allait utiliser en plus en pointe, et principalement en pointe. Je pense que c'est juste pour ça qu'il a dit attaquant-buteur. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop. Moi, Okonkwo, c'est un ailier, mais c'est un buteur. Piatti est un buteur, c'était pas un attaquant. Un buteur, c'est un gars qui marque des buts. Savitador est un buteur, et c'est un milieu de terrain. Non, Safir Taider n'est pas un buteur, Sofiane. Je parle en la MLS, le gars, il marque genre 7-10 buts par saison, mec. Non. Dans quelle vie il marque 16-8 buts par saison, man? Bah oui. Piatti est un buteur. Non, après, si tu comptes penalty, il fait 7-8 par saison. Je dis pas que Taider dans son identité, c'est un buteur, mais en MLS, quand il est là, il marque des buts. Donc, dans le jeu ou au péno, comme dirait moitié-moitié. Il est moitié-moitié. On s'égare en tout cas. Ce qui est important, c'est de se dire que finalement, pour certains, et notamment Sid, c'est quand même, ça reste dans la philosophie du club et on est sur des prospects jeunes. Donc c'est comme ça, c'est la philosophie de l'Impact de Montréal. Et espérons que Mason Toys nous fasse mentir un petit peu. Non, mais par exemple, comme on s'est embrouillé avec Sofiane sur la question précédente, on n'a même pas parlé de la défense, on a juste parlé de Diop, mais je pense que c'est aussi la philosophie de Thierry Henry, et qu'on a quand même une équipe qui est plutôt offensive, qui a envie d'aller vers l'avant, et donc dans les profils de recrutement, Thierry Henry, ça va dans ce sens-là, et puis c'est intéressant que sa réponse n'est pas forcément d'aller chercher un autre central. Je veux dire, l'Impact de Montréal, c'est comme, Binks, vous savez quel âge il a, Binks? Il a 19 ans. Il y a 21 ans. Non, mais il a 19 ans. Faut quand même. Pardon? J'ai dit à Sofiane de get his fact right. non mais tu vois quand même comme la responsabilité qui lui est donnée au petit. Il a le même âge que Karifayao, hein, je veux dire, comme parce qu'on parle souvent des jeunes, mais Binks, il a 19 ans, et sa qualité principale, c'est comme aller vers l'avant. Tu vois quand même que même Camacho, c'est quand même plus un joueur qui va vers l'avant. Donc c'est une équipe, je trouve que c'est cohérent. Spécifiquement pour Renard sur les hauts potentiels de revente, et cohérent par rapport à Thierry Henry, comme de continuer à se renforcer de façon offensive, parce que c'est là qu'il veut faire. Faut qu'ils se mettent d'accord sur le message alors, et qu'ils mettent, moi je pense qu'ils transmettent un message clair aux supporters, parce qu'à ce moment-là, quand tu es dans cette optique-là, tu peux pas t'attendre à ce que ton équipe gagne régulièrement et des trucs comme ça. Et à mon sens, tu vas sur la plateforme #IMFC, ils s'attendent à des victoires. Quand tu es dans un profil de revente, comme Olivier Renard l'a clairement dit, genre tu veux prendre des jeunes, les former, les rendre meilleurs, les bonifier et les revendre et te faire de l'oseille, tu gagnes pas derrière. Genre. C'est que de l'expérimentation assez régulièrement, et tu n'as pas une équipe gagnante, parce que ton équipe, elle est appelée à changer assez régulièrement dans tous les cas. Je suis pas d'accord. Regarde une équipe comme Lille, c'est ça. Là, c'est cool, Lille.
Ouais, vas-y. D'accord. Non, mais c'est juste que comme faut pas le faire à l'extrême non plus. C'est Non, pour c'est ça que techniquement, comme ta charnière, enfin, on va dire ta ligne Camacho, Wanyama, Taider, genre comme et Kyoto, bah, ils ont tous 28, entre 28 et 30 ans, et t'as quand même une unité d'ossature de personnes qui sont là pour encadrer tout ça. Ça veut pas forcément dire que tu mets ta saison de côté, tu veux juste faire du business, du trading. Non, c'est pas ça, mais c'est pour ça, selon moi, et je reviens à Kevin Prince-Boateng, quand il dit aussi que nous, on n'est pas là pour chercher des DP trentenaires qui viennent comme finir une pige en MLS, ben c'est cohérent. Parce oui, mais en même temps, Sid, en début de saison, ils sont allés chercher Victor Wanyama, qui ne correspond pas du tout à cette philosophie-là. Ça, c'est vrai. Et il a apporté quand même un sacré équilibre à cette équipe-là. Et je trouve, elle est moins grave, elle est moins pire, genre grâce à lui. J'avoue, j'ai peut-être trop obsédé sur le concept d'attaquant buteur, ça m'a fait rire. Puis je dis, oui, quand t'as Urruti, c'est normal que tu penses à ça, que Jackson Amos, il se blesse pas, qu'il était meilleur, on n'aura pas eu ce débat, mais oui, Mason Toy, j'espère que ça va marcher parce qu'ils ont besoin d'un attaquant d'appui qui peut vraiment garder le ballon pour que ce fameux bloc équipe, là, avec tous ces joueurs qui aiment jouer vers l'avant, plus monter plus haut, puis ça va aider l'équipe. On termine avec toi, Nilton, après je pense que c'est une bonne acquisition, comme on dit, dans toute la philosophie nouvelle de l'Impact de Montréal. Mais tu sais, ce genre de présentation du joueur-là, on l'a déjà entendu avant. Le fameux Jack McInerney, là, quand il est arrivé à Montréal, là, comment qu'on l'a présenté, hein? Le fameux attaquant-buteur qui veut faire une bonne saison ou deux et partir en Europe. Là, après Montréal, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu de la misère à se trouver un club en USL. Il faut faire attention. Là, des jeunes Américains qui ont eu un mois, marqué 4 buts dans un mois, on en a une pelletée. Là. Une pelletée, oui. C'est bon, merci. On regardera ça en tout cas avec Mason Toy, la nouvelle recrue pour l'Impact de Montréal. Sans transition, on va passer à la Ligue des Champions, puisque jeudi dernier a eu lieu le tirage au sort. Alors, vraiment très très rapidement, je vais énumérer les groupes et vous allez me dire chacun votre tour celui qui va vous attirer le plus et là où vous voyez éventuellement peut-être une surprise qui pourrait émerger de ces groupes-là. On a dans le groupe A l'Atlético Madrid, le Bayern, le Lokomotiv Moscou, Salzbourg. Dans le groupe B, on a Mönchengladbach, l'Inter Milan, Real Madrid et Shakhtar Donetsk. Dans le groupe C, on a Manchester City, Olympiakos, Marseille et Porto. Dans le groupe D, l'Ajax, l'Atalanta, Liverpool et Midtjylland, les Danois. Dans le groupe E, Chelsea, Krasnodar, Rennes et le FC Séville. Dans le groupe F, Dortmund, Bruges, Lazio et le Zénith Saint-Pétersbourg. Dans le groupe G, Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencváros et la Juventus. Et dans le groupe H, Istanbul, Başakşehir, Manchester United, Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig. Sofiane, est-ce qu'il y a un groupe qui t'intéresse déjà un peu plus que d'autres? Et est-ce que tu vois une surprise comme ça émerger? Très rapidement. Moi, le groupe qui m'intéresse, j'aime le groupe C. Je trouve que c'est un groupe assez mignon. Porto, Man City, Olympiakos, Marseille. T'as l'impression que Man City va tout rafler, mais là, on ne sait jamais avec Pep et les Blues de la Ligue des Champions. Là. Surtout que Man City, on la rend en moins bonne forme que d'habitude. Porto, c'est un club tout intéressant. Olympiakos, on sait que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de transferts, beaucoup de salaires, mais ça passe pas vraiment. C'est pas nécessairement ça passe la phase du groupe régulièrement là, mais je trouve que ça fait un peu ça fait très Méditerranée plus Man City. Donc au fond c'est ça, plus Marseille, le retour en Ligue des Champions là, donc le fameux projet McCourt là qui va peut-être commencer à se faire de l'argent avec la Ligue des Champions. Champions Project, tout à fait. Champion, ouais. Et donc le groupe C, c'est celui qui m'intéresse beaucoup. En termes de surprise ailleurs, moi ma petite surprise c'est que je pense que Istanbul Başakşehir va passer la prochaine phase du groupe H. Ok. Tu as appris ce nom-là il y a une semaine, c'est juste pour ça. Là. Exactement. Sid, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a des équipes comme ça un petit peu surprises que tu voudrais mentionner? Non, je vais passer. On en reparlera Ligue des Champions. Il y a des sujets intéressants. Newton? Ouais. Moi, rapidement, peut-être le groupe D. Là, j'ai hâte de voir la poursuite d'Atalanta. Voir comment ils vont se redébrouiller pour l'effet de surprise va peut-être s'atténuer. Liverpool, j'ai sens un peu fatigué là. Ça pourrait être compliqué là. Bref, ce groupe-là, le groupe D pour l'instant. Mais chaque groupe, on ne sait pas d'où peut venir la surprise parce que tu as toujours les deux gros favoris. Il n'y a pas vraiment encore un groupe où il y a 3 grosses équipes qui pourraient foutre un peu le bordel. Là. Donc, non, mais juste, Reg, pour terminer avec toi, on a quand même le groupe H du Paris Saint-Germain où il y a Manchester United et puis Leipzig qui est quand même récent demi-finaliste. Est-ce que ça, c'est un groupe où il peut y avoir une surprise, Reg? Ou est-ce que tu vois autre chose?
Ouais, en termes de surprise, je pense que c'est dans ce groupe-là. Je te dirais que on est clairement, il y a des équipes un peu en crise dans ce groupe-là, que ça soit Paris, que ça soit Manchester. Je pense que Manchester, ils avaient des gros besoins en défense, ils les ont pas comblés. En défense centrale, je parle. Ils voulaient Jadon Sancho, ils l'ont pas eu. Paris aussi, mercato tardif pour combler un problème d'argent, etc. Leipzig, je pense que c'est une équipe intéressante qui est cohérente et c'est vrai qu'ils ont perdu Timo Werner qui est leur meilleur joueur, mais je pense qu'ils gardent quand même une très bonne ossature en défense et au milieu de terrain. Ils ont des joueurs très très intéressants, notamment Sabitzer que j'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que ce groupe il est beaucoup plus ouvert qu'on pense. Moi je crois pas du tout à la surprise de Sofiane, comme vous avez pu remarquer, je les ai pas mentionnés. Mais non, je pense vraiment Paris, Manu. Moi je pense que Paris est clairement le leader de ce groupe, il devrait se qualifier. Mais entre Manu et Leipzig, au final, ça va pas être si évident que ça. Donc je pense que ça va être difficile. Franchement, dans ce groupe-là. On se pose tous la question, est-ce que Ole Gunnar Solskjaer va être l'entraîneur jusqu'au dernier match de la phase des groupes de Man United? Je pense que c'est la question qui est déjà sur les lèvres de tout le monde. Je ne suis même pas sûr s'il finit les matchs allés. Ils perdent 2 matchs. Là. Ouais, moi j'ai une autre question. PSG, ça va être compliqué aussi, donc à voir. J'ai une autre question pour vous, puisque je vais rebondir un petit peu sur le choix de Nilton, notamment le groupe de Liverpool. Liverpool a pris 7-2. Hein. C'est quasiment une défaite historique. C'était la dernière fois où ils ont pris 7 buts dans un match, c'était en 1963 ou 68. T'attends quoi pour dire que c'est historique alors? Que ça arrive en 1920, genre? De quoi? Non, c'est historique en 68. Non, c'est quasiment. Non, parce que non, mais c'est-à-dire c'est déjà arrivé. C'est ça dans le sens, dans l'histoire de Liverpool, c'est déjà arrivé qu'ils prennent 7 buts. Donc en 63, en 68. Et puis, il y a 50 ans, quand on a sorti de la guerre. Eh ben oui, mais quand même, 7 buts dans un match. Surtout Aston Villa. Surtout Aston Villa, j'ai pas compris. Tu m'aurais dit. Donc, je vais juste vous lire ce qu'a dit Klopp en conférence de presse juste après. Je sais que dans le foot, il peut arriver des choses, et je sais aussi que si vous perdez les duels décisifs, vous perdez le match. C'est ce qui nous est arrivé ce soir. Ma question, c'est est-ce que Liverpool s'est juste écroulé comme ça par manque d'état d'esprit, c'est-à-dire d'être conquérant, ou bien est-ce que là, c'est peut-être le début de quelque chose, d'une faille? Non, moi je crois pas. Moi je crois pas, pour la seule et unique raison qu'ils ont fait un mercato très intelligent. Je pense que oui, il y a de la fatigue pour la seule et unique raison que Klopp est un des rares entraîneurs et il tombe pas comme dans la mode de Pep Guardiola d'avoir un nouveau 11 à tous les matchs. Klopp est un mec qui a un 11, il le met à chaque match, que ce soit un match de Carabao, de FA Cup, de Champions League, de championnat, il met toujours le même 11. Et là, justement, je pense qu'il a fait un mercato intelligent. On a cherché un joueur comme Diego Jota, très bon joueur de Wolverhampton, international portugais, très très bon joueur qui peut jouer sur tous les fronts offensifs, donc pour faire souffler les Salah, Mané et Firmino. Et évidemment, il est allé chercher Thiago Alcantara, qui, à mon sens, est un joueur juste comme exceptionnel et qui va juste glisser et juste se fondre dans ce collectif et au milieu de terrain. Donc, ça donne une alternative supplémentaire. Donc, je pense pas que ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des difficultés, le post-Covid. Il faut pas oublier que comment ça s'appelle, Liverpool sont sortis de la Ligue des Champions assez tôt. Non, je pense que c'est une équipe. Je pense pas que c'est un espèce de signal d'alarme comme quoi il faut faire attention, c'est le début de quelque chose. Je pense vraiment que la IPL, ils vont la gagner. Tranquillement, je pense pas, mais ils vont la gagner. Et puis en Ligue des Champions, ils vont faire un beau parcours. Donc non, je pense que ça va être encore une bonne saison pour les Reds parce que c'est une équipe vraiment qui roule et qui a un bon, je pense qu'il y a un bon coach, un bon collectif, et puis les individualités, elles restent encore fortes. Mais tu vois, moi, je suis un peu inquiet pour Liverpool parce que Klopp, son recrutement, c'est drôle quand t'en parles. J'ai l'impression que c'est un recrutement un peu par défaut parce que ses objectifs, c'était pas Jota, c'était non, c'était pas, c'était Werner, c'était Werner. Oui, dans sa tête, c'était déjà fait. Il y avait l'autre aussi, Kai Havertz aussi. Tu sais, donc, son renouvellement, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait comme renouvellement. Puis,
ils ont été chanceux, Liverpool. Ils n'ont pas eu trop de blessures. Ils accumulent le même 11 partant, beaucoup de matchs consécutifs. Je ne sais pas s'il va y avoir une fatigue. Et là, on est une saison assez particulière où il n'y a pas vraiment de break entre les deux saisons. Est-ce que ça va peser un peu sur la mentalité, sur cette fin-là de victoire? Tu sais, le 7-2, 7-1, je ne sais plus. C'était quoi le 7-2. Ça démontre un peu que les joueurs, c'est pas qu'ils abandonnent, mais qu'ils sont fatigués mentalement. Bref, c'est peut-être juste un match comme ça dans le loop, puis ils vont se replacer, mais ça peut être un mauvais signe pour le prochain. Moi, je suis prêt à accepter que c'est juste un match parce que Alisson n'était pas là, Adrien était catastrophique, l'absence de Mané peut-être est plus grande et fait plus mal qu'on pense. Liverpool a joué de la même façon, il joue très haut. Aston Villa avait un plan de match excellent pour les contrer, mais quand tu joues haut et ta défense centrale fait des erreurs, il n'y a qu'à se faire voir, donc ça donne ça à quoi quand ça donne. Ouais, puis non, mais attends, c'est intense. Après, tu permets? Vas-y. Ouais, donc je suis là, je rejoins beaucoup Sofiane. D'une part, donc, je pense que l'absence de Mané est beaucoup plus importante qu'on a l'air de croire dans le grain, enfin, tu sais, comme dans la façon de jouer offensivement de Liverpool. C'est vraiment, c'est vraiment leur meilleur joueur. C'est même, pour moi, c'est même pas discutable. C'est l'enjeu. Effectivement, puis de l'autre côté, quand tu passes d'Alisson à Adrien, mais c'est pas pareil. Hein, l'écart, il est quand même assez grand. Si tu veux jouer au pied. Voilà. Surtout si tu veux faire des relances à la Clément Diop. Donc c'est un peu plus compliqué, mais là, crédit à Aston Villa, comme qui a très bien, qui sont invaincus et qui a très bien joué dans le dos des latéraux, parce qu'en fait il y a une vraie, c'est drôle, il y a un gros paradoxe, comme les meilleurs latéraux du monde, en tout cas ceux qu'on dit meilleurs latéraux du monde, on les a jamais vus défendre. Ils sont jugés sur leur capacité à marquer des buts ou faire des centres décisifs. Et puis, quand on demande vraiment à Alexander Arnold de défendre et à Robertson de défendre, on est très surpris de ce qui se passe. Et parce que c'est pas des super défenseurs. Mais on voit des erreurs qu'on voyait pas avant. Tu sais, dès le premier match contre Leeds, là, Van Dijk, le 3, ouais, Van Dijk est beaucoup moins Van Dijk, moi, qui me fait peur. S'il y a quelqu'un qui me fait peur, ça serait peut-être lui. Ça commence à faire beaucoup. Attends, mais plus lui par rapport à Gomez n'est pas extraordinaire. Il l'a jamais été. C'est ça le truc. Parce que Van Dijk a été irréprochable. Donc, s'il y en a un qui me fait peur, ça serait Van Dijk, moi. Parce qu'il fait des erreurs que moi, je ne l'ai jamais vu faire. C'est ça. Mais je pense aussi Alexander Arnold et Robertson, qui sont beaucoup plus concentrés sur l'idée de faire des assists, qu'ils font très bien. Ils sont extraordinaires. Les meilleurs centreurs que tu ne peux pas avoir comme latéraux, aucun problème avec ça, je le dis, je le répète. Mais lorsqu'on tactiquement joue bien, Bielsa l'a fait avec Leeds. Arsenal l'a fait dans une petite période avant de craquer mentalement. On l'a vu aussi, comme il y a quelque chose que je pense qu'on ne parle pas assez, c'est que Liverpool, au niveau de la gagne, ils perdent la FA Cup contre. Ils perdent, je pense, l'an passé, ils perdent en demi-finale, Reg non, ils perdent plus tôt que ça. Ils perdent contre Chelsea. Ils perdent contre Chelsea. Ils perdent le Community Shield. Contre Arsenal en finale. Là, ils se font éliminer en Carabao Cup. Pour une équipe aussi dominante, je veux dire, au niveau de la gagne sur tous les tableaux, comme des choses parfois qu'on reproche au Bayern et au PSG de très bien faire, Liverpool, dans un championnat qui est encore plus compétitif et très homogène, c'est compliqué. Je veux dire, comme là, Klopp, il avait réussi à se recentrer tout le monde sur l'objectif de la Première Ligue. Ça fait 30 ans qu'il n'avait pas gagné, etc. Très bien. Donc, on a réussi à évacuer la défaite contre Atletico. Ils sont fait éliminer aller-retour. Ils ne sont pas fait éliminer à Lisbonne sur un match. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ils sont fait éliminer. Encore. Ils sont fait éliminer. Mais Adrien. Oui, mais ils sont fait éliminer aller-retour en perdant les 2 matchs contre Atletico. Il y a peut-être quelque chose. Après, maintenant, oui, ils peuvent gagner la Première Ligue parce que parfois, c'est pas juste ton niveau absolu, c'est aussi ton niveau relatif. Et quand on voit les autres, c'est pas forcément mieux, mais ils sont clairement moins forts et dominants que. Mais ce qui est bien avec Liverpool, s'il y a des symptômes qui pourraient montrer qu'il y a un problème, c'est le manque d'intensité. S'ils sont pas intenses, c'est là on voit que c'est fini. L'intensité, oui et non. Juste déjà, et Sid l'a bien dit, et je pense que déjà, c'est ça qui est drôle, c'est que oui, les autres, et quand tu dis les autres, j'imagine tu fais allusion à Chelsea, Man U, Arsenal, tout ça, mais les autres équipes qui sont en dessous, j'ai l'impression, déjà, ils ont dépensé un peu plus sur les marchés des transferts, ils sont beaucoup plus actifs, ils ont des équipes qui sont de meilleure qualité. Déjà, Aston Villa, ils ont énormément. Ils sont allés chercher le gardien d'Arsenal, Martinez, qui a sauvé Arsenal en fin de saison. Ils sont allés chercher quand même
des bons joueurs, tu sais. Je veux dire, et même, tu vois, Everton, le recrutement qu'ils font, je veux dire, il y a des équipes qui vont bousculer les gros. Ah ouais. Et c'est vrai que si les gros, pour rejoindre ce CAN, s'ils ne sont pas à fond dans ces matchs-là contre ces 10 petits, c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'ils souffrent, quoi. Et c'est pourquoi Liverpool continue d'acheter régulièrement, alors que Man United a du mal. Puis Man United, on en parlera dans une autre émission, de Man United, c'est tout un sujet intéressant. Il y a beaucoup de clubs historiques qui ont du mal parce qu'il y a des nouveaux riches qui visent la 6e à la 11e place de façon compétitive, puis ils auront du mal. Et Man City, ils auront du mal parce qu'à un moment, ça devient du réchauffé. Le gars, il achète 15 défenseurs à 15 milliards de dollars, ça marche plus. En termes de compétitivité par rapport à d'autres, c'est pas efficace. Donc ça va venir. Donc, mais pour rester sur Liverpool, c'est ça, je suis d'accord. Je pense qu'on joue à tous là. C'est des symptômes de peut-être de quelque chose, mais on va attendre. Non, mais moi je pense que ça, c'est beaucoup plus grave. Enfin, c'est pas rien de prendre 7 buts contre Aston Villa. La victoire contre Chelsea, c'était en trompe-l'œil. À partir du moment où il y a le carton rouge, genre il y avait plus de match. Leeds, c'est quand même. Le match contre 3 buts contre le promu, contre Arsenal aussi, genre comme je dis. Ils font un match exceptionnel, sans déconner, et là ils ont prouvé pourquoi ils étaient les champions. Sans blague. Ils ont fait un match en termes Arsenal, genre comme s'arrête de jouer dès qu'ils encaissent le but. Ouais. Et je pense qu'il manque. Non, mais là tu parles de match. Non, mais tu sais qu'Arsenal, ils ont ouvert le score sur une boulette de Robertson. Ils marquent tout de suite derrière, Mané, justement cette hargne de Mané dont tu parles. Et en termes d'intensité, mais sérieux, mais tous les commentateurs, ils le disaient, ils sont comme, mais ça explique pourquoi ils sont champions. Ils étaient incroyables. Et c'est vrai que les autres matchs, bizarrement, oui, Chelsea, ça a été un trompe-l'œil. Oui, Leeds, à mon avis, c'était le premier match de l'année. Il y a plein de trucs. Ok. Et puis la Casette, il rate des grosses choses. Donc, en tout cas, maintenant, dans les top 6, dans le Big 6, ça reste la meilleure équipe. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ça reste la meilleure équipe. Donc, ils vont sûrement finir champions parce qu'il faudrait voir si, sur la durée, Everton, Leicester, le faux Big Nine, là, comme tient le coup, mais je pense pas. Juste pour terminer, merci beaucoup en tout cas de tous ces débats. J'aimerais juste terminer sur la Ligue des Nations qui va avoir lieu cette semaine avec une petite partie. Il faut qu'on arrête. On arrive à 1h30 là, maintenant. Enfin, 1h30 secondes. En fait, je voulais vous arrêter bien avant. J'avais plus de son. Ah, ok. Mais il faut qu'on conclue l'émission, malheureusement, les gars. Ça m'a trop saoulé. J'avais plus de son. J'étais en train de vous dire stop. Je veux parier. Mais vas-y, qu'on conclue l'émission, c'est l'épisode pilote là. Malheureusement, on doit finir sur ça. Donc, vas-y, Julien. Dis au revoir à tout le monde, comme ça, on arrête. Il y a de l'écho, c'est normal. Ouais, c'est parce qu'il parle à travers plus ses speakers. Il doit parler, il doit recapter le son de son ordi. C'est ça. Vas-y, ça, pas de problème. The sound with Julian. Ok, je vais conclure pour nous. Merci tout le monde d'avoir écouté et d'avoir vu ce premier épisode pilote là, et qui sera exclusif à nos Patreons. Puis on va essayer de continuer de faire ça. Ça devrait être les prochaines sur les ondes, sur la plateforme du 99 Sport, leur plateforme podcast, pour le Canal FC le podcast sur le 99. Mais cet épisode pilote, on l'a fait pour vous, nos Patreons, juste pour vous en vidéo. Il ne sera pas en audio, il sera nulle part ailleurs. Donc on vous remercie beaucoup pour votre support sur ça. Puis on va continuer à en faire. Si vous voulez nous supporter, patreon.com/Cannes Football Club. Et merci encore à la Forge du Mal de nous supporter à travers cette aventure. Donc merci encore à tout le monde. Merci Sid, merci Julien, merci Newton, merci Red, merci à tout le monde du Canal FC qui était là avant et après. Puis voilà, on va être sur Patreon, on est sur Twitter et Facebook. Puis on espère que vous nous supportez aussi quand on sera sur le 99 Sport. Donc, c'est une super conclusion. Il est meilleur que Julien. Je fais ça depuis longtemps. Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde et prenez soin de vous. Ça finit avec Allez, de l'amour. ciao.